Alors voilà, comme je le mentionnais plus tôt, aujourd'hui, nous sommes à la fois avec des étudiants, mais aussi avec 4 responsables, donc qui vont contribuer à répondre à certaines de vos questions. Donc, chers responsables, je vous inviterai à vous présenter. On peut peut-être commencer avec Monsieur González Martin. Bonjour à tous, je m'appelle Alejandro González Martin. Je suis responsable de 2 programmes à la Faculté des sciences de l'éducation. Il y a le microprogramme de qualification en enseignement pour les enseignants ayant une formation à l'étranger qui viennent au Québec et la maîtrise d'enseignement au secondaire pour les gens qui ont un diplôme disciplinaire qui veulent se convertir à l'éducation. Alors, bienvenue à tous. Merci, Monsieur Martin. On peut peut-être poursuivre avec Madame Boisclair. Oui, bonjour à tous. Je suis Isabelle Boisclair. Je suis responsable du programme de qualification en pharmacie à la Faculté de pharmacie. Je suis pharmacienne, je suis diplômée aussi de l'Université de Montréal. Le programme de qualification en pharmacie s'adresse à des pharmaciens formés à l'étranger qui veulent venir faire une formation d'appoint pour obtenir leur permis de pratique au Québec. Merci beaucoup. Puis maintenant, je vais céder la parole à Mme Cassie Moua et M. Paolo De Michele. Et par la suite, nous allons nous entretenir avec quelques idées miennes. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis donc Cassie Moua, je suis conseillère en programme d'études à l'École Aération industrielle, Faculté des arts et des sciences. Je suis moi-même une professionnelle formée à l'étranger qui a gradué à l'Université de Montréal. Moi, je serai là pour répondre à vos questions concernant les professions dont l'acte n'est pas réservé, mais dont le titre l'est. Mon nom est Paolo De Michele, je suis responsable du programme d'actualisation de formation en droit de l'Université de Montréal. Je suis moi-même membre du barreau et diplômé de l'Université de Montréal. Le programme s'adresse aux personnes qui sont formées en droit dans un autre pays ou à l'extérieur du Québec et qui désirent avoir un droit de pratique au Québec, donc de pouvoir exercer le droit comme avocat ou comme notaire. Donc, je vais enchaîner avec une présentation générale de nos programmes d'actualisation et de qualification à l'Université de Montréal. Donc, je vous souhaite à tous, évidemment, la bienvenue à cette séance. Je suis très heureux là, que vous soyez présents et que vous entrepreniez cette première étape de votre intégration professionnelle au Québec. Donc, on a un nombre important de professionnels qui suivent les programmes d'actualisation et de qualification à l'Université de Montréal. Ce sont des programmes qui s'avèrent essentiels pour répondre aux exigences de formation des professions réglementées. Donc, on va vous parler un petit peu de ce que c'est une profession réglementée. Et ce sont des programmes qui sont aussi essentiels pour acquérir les connaissances et une certaine méthodologie applicable dans votre domaine de pratique, mais au Québec, parce que c'est évidemment un environnement professionnel et culturel nouveau pour vous. Donc, le but de la séance d'aujourd'hui sera de vous orienter vers les bons programmes et vous montrer les bonnes démarches que vous devrez entreprendre pour pouvoir exercer votre profession au Québec. Et nous le ferons en parlant à titre de responsable, mais vous rencontrerez aussi des étudiants actuels et récemment diplômés là, qui ont entrepris ce processus. Donc, comme j'ai dit, l'adhésion à un ordre professionnel est nécessaire dans plusieurs cas parce que l'usage de certains titres, comme par exemple le titre d'avocat, pharmacien, architecte, sont réservés aux membres des professions. Et dans certains cas, de façon importante aussi, les actes sont réservés. Donc, par exemple, donner une consultation ou un avis juridique est réservé aux avocats et notaires, ou par exemple, émettre une opinion pharmaceutique, c'est réservé aux pharmaciens. Et ça, c'est dans un objectif de protection du public où les ordres professionnels s'assurent de contrôler la compétence et l'intégrité des membres, notamment par la formation, surveillent l'exercice de la profession, la réglemente et favorise aussi son développement. Donc, il y a au Québec 55 professions réglementées et je vais partager la liste de ces professions. Donc, si vous exercez ou vous avez étudié pour exercer dans un de ces domaines, vous devrez accéder à une de ces professions pour pouvoir exercer aussi au Québec. Donc, je vais partager ici le lien. Voilà.
Et donc, il y a comme on a dit, il y a des professions qui sont d'exercice exclusif, donc seuls les membres peuvent poser ces actes. Et dans d'autres cas, ce sont des professions qui ont un titre réservé. Alors, ma collègue Cassie pourra vous expliquer ce que c'est une profession à titre réservé. Merci, Paolo. Donc, oui, en effet, il existe des professions dont l'acte n'est pas réservé, mais dont le titre l'est, comme mentionné un peu plus tôt. À titre d'exemple, on le titre d'administrateur agréé ou encore le titre de conseiller en ressources humaines agréé. Donc, il n'en demeure pas moins que l'obtention du titre présente des avantages, n'est pas obligatoire, mais présente des avantages, notamment auprès des employeurs, qui de plus en plus considèrent l'appartenance à un ordre un atout, que ce soit à l'embauche ou dans la pratique. Donc, les ordres professionnels, dans le fond, offrent des services d'assurance, de soutien, de formation continue et de réseautage qui sont autant de leviers pour votre insertion professionnelle. Donc, de ce fait, je vous invite vraiment à vous renseigner pour savoir si votre profession est régie ou non par un ordre et par la suite, en fait, évaluer la validité de votre adhésion, en fait, à cet ordre-là et afin de pouvoir justement aider votre projet d'actualisation ou de qualification. Donc, merci beaucoup, Cassie. Donc, là, vous comprenez un petit peu comment fonctionnent les ordres professionnels. Donc, nous vous invitons dans un premier temps à consulter la page qui a été dédiée au programme d'actualisation et de qualification de l'Université de Montréal, dont j'ai partagé le lien ici. Et ensuite, comme nous le suggérons sur cette page, il faut consulter aussi l'information qui est disponible sur la page de votre ordre professionnel lié aux professionnels formés à l'étranger. Donc, je vais vous montrer un exemple lié à la pratique de la profession d'avocat, mais c'est un exemple, puis c'est semblable pour les autres professions aussi. Donc, juste un moment. Donc, si vous allez sur le site de votre ordre professionnel et vous allez vers la section qui s'adresse qui concerne l'accès à la profession. Et vous retrouverez toujours et chaque fois une page qui est dédiée aux personnes qui sont formées à l'étranger et on vous y expliquera les procédures à suivre. Donc, une fois que vous avez entamé ces procédures et que vous les avez complétées, si c'est requis, vous pouvez regarder les conditions d'admission du programme de l'Université de Montréal qui s'adresse à vous. N'oubliez pas aussi que sur la page que j'ai partagée qui s'adresse à vous, nous avons listé aussi plusieurs possibilités de financement des études qui peuvent financer une partie de votre processus d'adhésion à votre profession et de formation. Et sachez aussi que nous avons à l'Université de Montréal, si vous rencontrez des difficultés dans votre processus, une clinique juridique qui s'appelle la clinique juridique Profil, qui est située dans la faculté de droit et qui aide les professionnels de formés à l'étranger qui rencontrent des difficultés à compléter leur processus. Et si, à l'issue de la rencontre d'aujourd'hui, si vous avez encore des questions, nous avons une adresse à l'Université de Montréal qui peut regrouper tous les courriels venus des personnes formées à l'étranger qui désirent accéder à leur profession. Donc, je vous partage ici cette adresse. Et donc, je vous souhaite une excellente séance d'information et n'hésitez pas à poser vos questions aux panélistes et aux responsables. Et je vous souhaite vraiment une bonne activité qui est la première étape de votre intégration professionnelle. Alors, merci beaucoup à vous deux. Maintenant, nous allons nous entretenir avec quelques étudiantes et diplômées de l'Université de Montréal. Donc, j'ai quelques questions à vous poser, mais tout d'abord, je vous inviterai à vous présenter. Je m'appelle Lina Méchichalami. J'ai suivi le programme de formation et d'actualisation en droit dispensé par la FEP de l'Université de Montréal. J'ai suivi ce programme-là pour accéder à l'école du barreau, école dans laquelle je suis en ce moment. J'ai commencé le programme au mois de janvier 2020. Donc, j'avais 45 crédits à effectuer et je les ai terminés au mois de décembre, donc dans un délai d'1 an. J'ai suivi le programme à temps plein. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je suis arrivée à mon objectif, l'objectif que je m'étais fixé, qui était de commencer l'école du barreau. Donc, si vous avez des questions, soyez les bienvenus. J'y répondrai avec plaisir.
Merci beaucoup, Lina. On peut peut-être poursuivre avec Noémie. Bonjour, moi je suis Noémie Duquesnoy. J'ai obtenu mon diplôme de psychologue en France en 2015 et j'ai commencé mon parcours d'équivalence de diplôme début février 2020. Donc il y a maintenant 1 an et j'avais une dizaine de cours à reprendre, dont certains que j'ai pu prendre à l'Université de Montréal. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions plus particulières pour la profession de psychologue. Merci. On peut poursuivre avec Tatiana. Oui, bonjour, bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Tatiana Sanchez. Je suis diplômée de la faculté d'adaptation en physiothérapie. Je fais la formation de 1 an et demi en comptant ce stage aussi. Et maintenant, je travaille les soins aigus. Et je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Merci. Donc, merci à vous toutes d'être présentes aujourd'hui. Donc, comme je le disais plus tôt, j'ai quelques questions justement à vous poser par rapport à vos expériences personnelles. Donc, tout d'abord, comment est-ce que vous avez entrepris votre démarche d'équivalence de formation? Madame Bumba est là. Bonjour, bonjour. Excuse, bonjour, Madame Bumba. Donc, j'en profiterai pour vous demander de vous présenter. OK, excusez-moi, là, j'étais en rendez-vous, c'était la course, mais je suis là. Donc, présente, je suis donc maître Karen Bumba, notaire maintenant. J'ai donc fait mes équivalences. J'ai commencé le cursus en 2016 et je l'ai terminé en 2019 dans le sens où la Chambre des notaires demandait à ce que je totalise un nombre de 17 cours. Donc, ça m'a pris, avec le rythme que j'avais, 2 ans, là, à hauteur de 4 cours par session, là, si je peux le dire comme ça. Et donc, là, présentement, donc, j'ai pu tout valider et je suis maintenant notaire. Donc, merci encore une fois à chacune d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de vous parler. Donc, comme je le disais, j'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Donc, une première question que j'ai pour vous, c'est comment est-ce que vous avez entrepris votre démarche d'équivalence de formation? Alors, je ne sais pas si la question vise la manière dont on a pris connaissance de l'existence du programme ou de quelle manière est-ce qu'on s'est inscrit justement au programme, mais je vais répondre aux deux. Donc, j'ai pris connaissance de l'existence du programme à travers un ami. Donc, c'est ni par Internet, ni rien du tout. C'est à travers mes connaissances personnelles que j'ai pris connaissance du programme, encore une fois. Et pour accéder au programme d'équivalence à l'Université de Montréal, il fallait préalablement obtenir l'accord du barreau, donc du comité de l'équivalence du barreau, qui a étudié ma candidature, qui m'a émis une attestation de dépôt de dossier avec laquelle j'ai pu m'inscrire à l'université. Donc voilà la manière de procéder pour le cheminement au barreau. Moi, je voulais peut-être préciser pour la profession de psychologue, c'était un petit peu différent. Il fallait déposer une demande d'équivalence à l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, il y a un dossier assez conséquent à remplir et à donner à l'Ordre, qui ensuite, un jury examine le dossier de chaque candidat à l'équivalence et émet ensuite un avis personnalisé avec un certain nombre de cours à reprendre et également souvent un internat et parfois un travail de recherche. Donc, c'est des exigences qui sont individuelles et mises pour chaque candidat. Pour nous, en physiothérapie, c'est vraiment, on débute par faire l'équivalence et l'évaluation comparative des études par les MIC. Et après ça, on envoie tous les documents à l'ordre professionnel. C'est l'ordre professionnel qui est en charge de faire l'évaluation. Et comme je pense aussi, comme en psychologie, ils font de l'accréditation et c'est quoi les courses qu'il faut poursuivre. Et après ça, on fait l'application pour l'admission à l'Université de Montréal et on débuté le programme de qualification en physiothérapie.
Excellent. Merci beaucoup pour les précisions. On va passer à la prochaine question. Ma prochaine question pour vous, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Université de Montréal en particulier et votre programme aussi? Donc, en ce qui me concerne, j'ai choisi justement l'Université de Montréal parce que lorsque je suis partie voir quelles étaient les meilleures universités autour de où est-ce que je résidais dans la région de Montréal, et l'Université de Montréal faisait justement partie des meilleures en Amérique du Nord. Dans le listing, là, il y avait une longue liste, là, ce n'était pas les premiers, mais parmi les meilleurs, ils avaient un bon niveau là, et plus particulièrement par rapport au référencement, dans le sens où, par rapport à ce que moi je voulais faire, je m'étais approchée et plusieurs m'avaient dit que lors de la recherche de stage, l'université de laquelle les étudiants sortaient avait une grande importance pour justement l'obtention du stage, qui fait que le fait de sortir de l'Université de Montréal nous donnait plus de chances que de sortir d'une autre université. Donc, c'est ça qui a orienté justement mon choix. Ma prochaine question pour vous, c'est qu'est-ce que vous pensez de vos formations? Est-ce qu'elles sont à la hauteur de vos attentes? Est-ce que c'est ce que vous espériez avant d'entrer dans vos programmes? Pour ma part, absolument. Pour accéder justement à l'école du barreau, on nous enseigne des matières qu'on a justement vues dans le cadre du programme d'actualisation. Personnellement, j'ai suivi les orientations de Monsieur de Michele qui nous a fourni. Donc, il nous a dit exactement quelle matière il fallait choisir pour être à même de suivre les cours dispensés par l'école du barreau. Donc, à mon sens, oui, le programme répond parfaitement aux besoins qui se présentent plus tard. Moi, je peux dire que justement, le programme a même dépassé mes attentes, dans le sens où lorsque j'ai repris mes cours, j'avais tellement d'appréhension. C'est après plus de 8 ans, en fait, où j'avais quitté les bancs de l'école que j'ai pris la décision de retourner à l'université. Et je m'inquiétais, mais au final, en arrivant et en suivant les cours, j'ai été vraiment agréablement surprise de voir que les cours, c'était une façon différente, dans le sens où moi, j'ai suivi l'intégralité de mes cours en France, où l'enseignement est plutôt basé sur la théorie. Or que, arriver à l'Université de Montréal et de suivre des différents enseignements de cours en droit, c'était une approche totalement différente, où justement, les profs, ils vont en vous enseignant sur la pratique, comment ça se passe réellement en pratique. Tandis que en France, ça sera plus, on va vous apprendre l'exception de l'exception, d'exception. Donc, tout ce qui est théorie, des choses qui n'arrivent pas forcément en pratique, on veut que vous les maîtrisiez. Tandis qu'ici, c'est plutôt, on oublie ce qui ne s'applique pas et devant le client, comment on se comporte, qu'est-ce qu'on fait, comment vous devez réfléchir. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que le raisonnement était complètement différent. Et j'ai trouvé ça plus agréable, en fait, beaucoup plus agréable. J'ai quelque chose à ajouter par rapport à ça, justement. Moi, j'ai fait mes études au Maroc. Donc, j'ai obtenu ma licence, puis mon master en droit des affaires au Maroc. Et le modèle marocain est plutôt calqué sur le modèle français, c'est-à-dire qu'on nous fait énormément de dissertations, de commentaires juridiques, etc., qu'on ne nous forme pas forcément à la pratique, alors qu'ici, au Canada, c'est différent, on fait énormément de cas pratiques. Les questions posées aux examens visent un article en particulier, comme on nous avait dit lors de la journée de formation que j'ai suivie au début de l'année dernière. C'est one shot, on répond directement à la question par l'article alinéa précis, contrairement à ce qu'on voit en France ou d'autres pays où on retrouve le droit civil, justement. Donc, je trouve que c'est vraiment un atout pour la pratique à venir. Nous, vraiment, en physiothérapie, le tout, c'était les places de stage. On a trouvé qu'on a eu tous les parcours de milieu clinique en privé, en public. Alors, j'ai vécu vraiment une belle opportunité d'avoir tous les types de pratiques au Québec. Merci beaucoup à vous trois. Je vais passer à la prochaine question. À quoi est-ce que ça ressemble la charge de travail dans chacun de vos programmes? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors,
Dans mon cas, j'ai suivi le programme à temps plein. Donc, vraiment, j'avais 45 crédits. C'était 6 matières par session et 3 en été. Donc, c'était vraiment très, très intense. Et s'il y a des personnes qui comptent suivre le programme à la même cadence, à mon sens, ça va être compliqué d'avoir un emploi à côté. Donc, c'était vraiment très intense et très enrichissant parce que si vous êtes passionné, c'est très intéressant et c'est fait de manière à vous faire aimer. Les cours sont faits de manière à vous faire aimer le droit. Donc, c'est très intense, mais quand même, si vous aimez, on va dire que ça passe. Ouais, j'irais dans le même sens. C'est vraiment intense, c'est beaucoup de sacrifices. Pendant justement cette période, moi, j'ai pas fait 6 cours par session, là, vu ma situation familiale, étant mère et autres, là, j'ai préféré y aller par 3 ou 4 cours par session, mais je me suis consacrée pleinement à la réussite, là, pour l'obtention de mon diplôme, là, pas de droit à l'échec, là, on n'a plus le temps, qui fait que c'était comme, j'arrivais à la fac comme à 11 heures, toute la journée, je travaillais mes cours parce que le piège, c'est que ça semble du déjà vu qu'on a déjà suivi un parcours ailleurs, à l'étranger, ça semble être du déjà vu, donc on peut facilement tomber dans le piège. Oh, j'ai pas besoin d'étudier, j'ai pas besoin de prendre trop de temps dessus. Alors que, contrairement, c'est demandant parce que c'est une nouvelle façon de faire aussi. Donc, moi, je prenais vraiment le temps d'étudier chacun de mes cours avant justement le cours, parce que c'était des cours du soir. Hein. Donc, avant le cours du soir. Et donc, c'était vraiment un sacrifice là où j'ai passé tous ces 2 ans-là à étudier pleinement. Là. Parce qu'ils disent un cours de 3 heures équivaut à environ 6 heures d'études par semaine, qui fait que il faut comprendre que lorsqu'on en a 3, lorsqu'on en a 4, on en a 5, et il faut multiplier ce temps-là par 6 heures. Donc, c'est du sacrifice, mais c'est faisable. Moi, je pourrais répondre pour les cours en psychologie. Alors, il faut quand même savoir que pour obtenir le titre de psychologue en France, il faut avoir un master, donc l'équivalent d'une maîtrise au Québec, alors qu'au Québec, ça demande un doctorat. Donc, c'est vrai que les cours de cycle supérieur peuvent être assez conséquents et peut-être parfois difficiles pour les étudiants en psychologie, particulièrement pour tout ce qui est de la recherche, parce que généralement en France, ça dépend des universités, mais on a généralement plutôt un profil clinique, alors qu'ici au Québec, c'est très axé aussi sur la recherche. Donc, la charge de travail est importante aussi. Et le travail est conséquent. En physiothérapie, c'est vraiment aussi de travail intense pour une année et demie. Et le temps qu'on consacre au travail, au cours, c'est vers 40%, mais le travail autonome, c'est vraiment 60% et plus. Alors, c'est vraiment de gérer votre priorité. Je conseille de le faire à temps plein et après un an et demi de travail intense, on va voir le résultat. Et oui, c'est ça. Merci beaucoup à chacune de vous pour vos réponses. J'ai une autre question pour vous. En fait, on en a un petit peu parlé un peu plus tôt, mais qu'est-ce qui différencie là, justement les études au Québec de votre formation d'origine? Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai effectué mes études au Maroc, donc c'est inspiré de la France et le modèle français est très dans le par cœur. Alors qu'ici, c'est très différent. Les examens se font à livre ouvert pour la plupart, que ce soit quand on est en présentiel, il en est la même chose quand les cours se font en ligne, donc avec le Covid. Les livres se font à livre ouvert, les examens se font à livre ouvert, pardon. Donc, c'est ça pour moi la principale différence. Quand je suis arrivée et que j'ai su que les examens étaient à livre ouvert, je n'en avais jamais fait. Je pensais que justement les examens seraient plus faciles, etc. Mais justement, les questions sont posées de manière à correspondre à la pratique, ce qui fait que ça vous pousse à réfléchir pour ce qui en est du droit et développer votre raisonnement pour donner la meilleure des réponses. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que c'est possible de s'inscrire dans vos programmes à temps partiel ou est-ce que c'est obligatoire de s'inscrire à temps plein?
possible de s'inscrire à temps partiel parce que je l'ai fait pour le cheminement équivalence, là. Mais ça prend plus de temps. Donc, faut savoir que le fait de faire justement l'équivalence, c'est un tremplin avant d'atteindre l'objectif, soit du barreau pour ceux qui veulent devenir avocats, ou sinon, pour moi, là, la maîtrise en droit notarial, qui aussi dure pendant un certain temps. La maîtrise, on peut dire qu'en gros, en tout et pour tout, il faut compter 1 an et demi de maîtrise. Donc, c'est certain que le faire à temps partiel, ça rallonge. Donc, moi, je l'ai fait, ça m'a pris 2 ans pour faire l'équivalence, presque 2 ans pour finaliser ma maîtrise. Donc, indépendamment, là, si certains veulent aller plus vite, donc ils le font à temps plein, mais c'est encore plus demandant. Mais à temps partiel, c'est plus long. C'est ça. En psychologie, en fait, je ne sais pas si c'était clair, mais on ne reprend pas tout le programme au complet. En fait, c'est en fonction des cours qui sont demandés par l'ordre des psychologues. Chaque candidat à l'ordre va avoir des cours particuliers à reprendre. Donc, ça peut être... C'est à nous de choisir pas quel cours reprendre, mais dans quelle université reprendre les cours demandés. Et c'est comme on s'inscrit en tant qu'étudiant libre, on peut s'inscrire à un ou plusieurs cours, sachant que je pense que 4 cours, c'est l'équivalent d'un temps plein. Donc déjà, 3 cours, si on a un internat à faire, un stage à faire en parallèle, c'est beaucoup. Donc ça peut être, moi je conseillerais plutôt de s'inscrire à temps partiel, peut-être 2 cours par semestre. Merci beaucoup. Je conclurai peut-être avec une dernière petite question. Donc, quels seraient vos conseils à donner à un futur étudiant qui compte justement entrer dans un programme comme le vôtre? Après mon expérience, je peux vous dire que c'est vraiment la priorisation et l'organisation du temps. Le temps consacré à la famille, le temps consacré aux études, à nous-mêmes, c'est important. Et aussi organiser les ressources économiques. Il y a beaucoup de ressources qu'on peut utiliser. Et organiser tout ce qu'il faut pour débuter vos études comme il faut. Et pensez-vous que cette formation est vraiment une étape pour vraiment arriver à votre but personnel? Alors, mon mot-clé, c'est toujours l'organisation et la priorisation. Moi, je dirais le mot-clé, selon moi, c'est la persévérance aussi, là, que je rajouterais. Parce que c'est sûr que ce n'est pas facile. Il y a plein de facteurs qui peuvent nous décourager. On arrive dans un nouveau pays. Rien que la météo, là, ça peut être un sujet de découragement. Les premières notes ne sont pas forcément celles auxquelles on s'attendait, mais vraiment être persévérant parce que la finalité, ça en vaut la peine. Lorsque vous atteignez justement l'objectif escompté de base, là, et ça en vaut vraiment la peine, qui fait que ne lâchez pas et lancez-vous dans le programme. Vous pouvez trouver que ça va être un petit peu long. Le tout, c'est de commencer et d'avancer un jour après l'autre. Et voilà, la lumière est au bout du tunnel. Je suis tout à fait d'accord avec Tatiana et Karen. Et j'aimerais ajouter une chose pour les étudiants, quel que soit votre programme. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est justement d'accéder aux examens des années antérieures. Donc, les examens sont disponibles sur le site de la bibliothèque de l'université. Vous pouvez y accéder si justement vous n'avez jamais fait, vous ne savez pas à quoi ressemble un examen ici. Ça vous aidera énormément à comprendre de quelle manière répondre, à préparer vos réponses au préalable, savoir comment répondre pour maximiser vos points. Parce que des fois, ça se joue à rien du tout. Ça joue dans la manière de répondre qui peut vous enlever des points ou vous rajouter des points, justement. Merci beaucoup à vous deux. Je ne sais pas si Mme Adira Guénan, vous Oui. avez quelque chose à dire. Je sais que vous venez de vous joindre à nous, donc oui.
Donc, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'assister. Désolée pour le retard, c'est là juste lors de ma pause entre midi et midi 30. Donc, je suis finissante. J'ai fini en décembre 2020 ma maîtrise en traduction professionnelle de l'anglais vers le français et c'était un long parcours très dur mais faisable. Surtout je parle pour les parents. Je suis une maman de 3 garçons, puis j'ai eu mes 3 garçons en même temps que la maîtrise. Et j'ai fait des maternités entre-temps. J'ai fait ma maîtrise à temps partiel. D'ailleurs, c'est ça, sur ça, je veux j'aime bien en fait, c'est comme témoigner qu'à temps partiel aussi, c'est faisable et puis on peut comme donner du temps à notre famille et puis à nos études aussi pour réaliser nos objectifs aussi. Et ce que je veux ajouter, c'est pas difficile, mais c'est assez lent et dur, mais faisable. S'il y a une autre question à laquelle je peux comme répondre, je suis là aussi. Si vous pouvez poser vos questions, je suis là avec vous. Voilà. Donc, merci beaucoup à chacune d'entre vous. Maintenant, on va prendre le temps de répondre à certaines questions qu'on a reçues de la part des participants. On a une première question ici de quelqu'un qui nous demande si c'est possible de faire une spécialité différente que celle qu'on est en train de faire dans notre pays d'origine. Je pense que oui, mais pas en passant par le cheminement équivalence, parce que l'objectif justement des équivalences, là c'est vraiment moi ma pensée, après peut-être que je me trompe, hein. Ben, l'objectif des équivalences, c'est de prendre en considération ce qui a déjà été acquis à l'étranger et venir comme évaluer le nombre de cours qu'on devra reprendre par après par rapport à nos expériences professionnelles et les études qu'on a fait à l'étranger. Mais si la personne n'a rien suivi à l'étranger concernant le programme dans lequel elle veut rentrer, ben, faudra, je pense, qu'elle passe par le chemin habituel et comme recommencer peut-être avec un baccalauréat normal et se lancer là mais sans passer pour autant par le cheminement équivalence. Oui, ben moi j'ajouterais qu'il faut vérifier il faut vérifier évidemment avec l'ordre professionnel. Donc, quand vous soumettrez votre dossier, il faut vous assurer que l'ordre professionnel vous dira si le dossier est recevable. Ceci dit, dans certains cas, il y a des gens qui, par exemple, ont étudié le droit dans leur pays et qui se sont spécialisés dans leur pays, par exemple, en droit de la famille et qui veulent changer de domaine quand ils feront leur équivalence au Canada. Ça, c'est tout à fait possible. Dans certains domaines, on peut, dans certaines professions, on peut tout à fait se respécialiser, changer d'orientation. Par exemple, quelqu'un qui aurait une formation fondamentale en droit acquise dans un autre pays et qui exercerait le notariat pourrait déposer son dossier au barreau parce qu'il a déjà une formation fondamentale en droit et décider, moi au Canada, je veux être avocate. Mais tout ça dépend vraiment de l'acceptation du dossier par l'ordre professionnel. Donc, l'élément à vérifier, si vous avez une spécialité, c'est vérifier avec votre ordre professionnel, mais je peux dire qu'avec le droit, on peut passer d'une à l'autre à condition d'avoir une formation fondamentale dans son pays. Moi, je veux juste ajouter un autre point, peut-être le contraire, ce que je fais. J'ai eu un bac en traduction en Algérie. Donc, arrivant ici, ce que j'ai voulu, c'est vrai, peut-être que j'ai pensé à changer à autre chose ou faire quelque chose qui a une relation avec la traduction, mais j'étais très curieuse de voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il y a ici comme mise à jour. C'est pour cette raison que je suis restée dans la traduction et j'ai fini la maîtrise pour voir les mises à jour ici, les nouveaux logiciels avec lesquels ils travaillent. Les nouvelles choses ici, c'est comme j'ai voulu vraiment, le mot exact, c'est actualiser mes compétences et je suis arrivée à mon objectif et je suis très contente là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. On a une autre question d'une participante, en fait, qui est titulaire d'un master de recherche et qui voudrait poursuivre un projet doctoral. Et elle se demande s'il y a possibilité d'avoir du financement. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus?
Oui, mais ça, c'est une question qui s'adresse un peu plus aux personnes qui poursuivent des programmes doctoraux à l'Université de Montréal. Donc, ce serait une question à voir avec la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Aujourd'hui, nous répondons évidemment aux questions des personnes qui veulent adhérer à une profession en particulier. Par exemple, les gens qui veulent être enseignants, qui veulent être enseignants au primaire et au secondaire. Peut-être que notre collègue de la Faculté d'éducation peut nous expliquer comment les gens peuvent accéder là, à l'enseignement. Oui, en fait, pour accéder à l'enseignement, il y a 3 voies pour les étrangers. Si vous avez une formation d'enseignement dans votre pays d'origine, normalement, quand vous faites l'étude de votre formation par le ministère de l'Immigration, ils vont reconnaître une formation en enseignement. Là, il faut soumettre au ministère de l'Éducation qui devrait la reconnaître et vous donne une prescription de faire 15 crédits. Et on a un microprogramme qui donne les 15 crédits. Pour les gens qui ont un diplôme disciplinaire, qui veulent se convertir à l'enseignement, mais il y a la maîtrise de l'enseignement. Donc, si vous voulez, écrivez-moi pour avoir la page web, etc. Mais sur la page de la Faculté des sciences de l'éducation, dans le volet 2e cycle, il y a la maîtrise de l'enseignement. Donc, il y a les conditions d'admission. Et il y a une 3e voie pour les gens qui ont, comment dire, on n'a pas reconnu la formation d'enseignement, mais ont une expérience d'enseignement. Donc, il y a une voie maintenant de reconnaissance des acquis expérientiels. Donc, il y a quelqu'un dans la faculté qui étudie les dossiers pour voir si la personne sera admissible aussi. Et il y a bientôt une maîtrise aussi pour l'enseignement primaire et préscolaire qui est en train d'être évaluée par le ministère. Donc, bientôt, ça devrait être validé, on l'espère, agréé. Donc, voilà, il y a aussi une maîtrise pour les gens qui veulent se reconvertir pour enseigner au préscolaire primaire. Je ne sais pas si ça répond. Oui? Oui, merci. Merci beaucoup, M. Gonzalez. Donc, le temps file, alors on va avoir le temps de répondre peut-être à une ou deux dernières questions encore. Mais je vois qu'on a beaucoup de questions là, en lien avec l'équivalence. Donc, par exemple, comment je peux avoir des informations concernant l'équivalence d'un diplôme en sciences infirmières? Donc, c'est ça, beaucoup de questions sur l'équivalence. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter à ce niveau-là qui pourrait être utile là, comme information aux participants? Oui, donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut aller sur la page de nos programmes d'actualisation et de formation. Et de là, vous pourrez ensuite aller sur les pages des ordres professionnels qui sont réservés aux professionnels formels étrangers qui vous expliqueront comment avoir l'équivalence et éventuellement avoir une prescription pour faire des cours dans les programmes d'actualisation et de qualification à l'Université de Montréal. Par exemple, les gens qui auraient pratiqué la pharmacie dans leur pays et qui voudraient faire de même au Canada pourraient faire ainsi, là, comme par exemple pourrait nous expliquer Isabelle. Pour la pharmacie, oui. C'est vraiment avec l'Ordre des pharmaciens du Québec que la reconnaissance des acquis, des diplômes se fait avec le comité d'admission à la pratique de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Donc, en allant sur le site web de l'Ordre des pharmaciens du Québec, vous allez pouvoir avoir l'onglet équivalence. Donc, les démarches commencent avec l'Ordre des pharmaciens, puis ils vont établir la prescription de cours si vous êtes admissible à l'équivalence. Puis, avec cette prescription de cours, là, vous pouvez faire votre demande d'admission au programme de qualification en pharmacie ici à l'Université de Montréal. Puis, il faut, c'est ça, les demandes qui seront évaluées durant l'année 2020-2021 seront, la date limite, c'est au 15 janvier de l'année pour faire sa demande d'admission. Il y a une date limite pour la demande d'admission. Excellent, merci beaucoup. Donc, le temps file et voilà déjà ce qui conclut la séance d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous du temps que vous nous avez accordé. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc, je termine là, rapidement en mentionnant que toutes les séances là, semblables à celle-ci sont disponibles en rediffusion sur la page Vidéo sur demande du site de l'admission.
Pour en savoir plus sur tout ce qui est date limite et conditions d'admissibilité, on vous invite à consulter les fiches descriptives des programmes sur le site de l'admission de l'Université de Montréal. Pour les programmes de premier cycle, il est possible de contacter l'admission par courriel, clavardage et téléphone, donc durant la semaine. Et pour les programmes de cycle supérieur, vous pouvez toujours entrer en contact avec les études supérieures et postdoctorales. Donc, on vous invite aussi finalement à nous suivre sur Instagram. On a un compte qui s'appelle umontréal.futurétudiant, donc où vous pouvez suivre le parcours d'étudiants de différents programmes. Donc, sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir été là et à très bientôt.